Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éthique et pratique médicale. Fondé par Richard Moreau. Collection dirigée par Roger Tessou. La collection Éthique et pratique médicale est une tribune qui permet à tous les acteurs du monde de la santé, professionnels, enseignants, administrateurs, économistes et patients d'exposer leurs opinions, de décrire leur expérience et de proposer des solutions aux problèmes posés par une profession en pleine mutation, et ce en toute indépendance et en conformité avec la déontologie et les bonnes pratiques médicales. Dernière parution. David Leriche, Équilibre et motricité chez les personnes âgées, la liaison œil-pied, 2020. Bernard Jurth, Vivre mieux à tout âge grâce à l'ostéopathie, suivi de Journal d'un voyage aux sources de l'ostéopathie, 2020. Claire Grand, Les maladies expliquées aux enfants. Microbes et compagnie, 2020. Khadija Sharawi et Antoine Biwa, Corps et traumatisme, théorie et sens de la maladie, 2018. Jean-Yves de la CAFFINIERE, La prise de décision médicale, un art ou une science, essai 2019. Élodie Petitjean et Olivier Petitjean dire Histoire de la relation médecin-malade. Analyse autour des concepts d'information, de consentement et d'autonomie du patient, 2018. Philippe Liverneaux, Life Surgery. Alerte sur une pratique médicale dangereuse, 2018. Dr Jean-Marc Israël, L'information du patient en médecine nucléaire. Dire et comprendre, 2018. Gilles Damas-Froissart, Voyage à travers la psychiatrie stéphanoise 1975 à 2015, de l'envie de changer le monde à l'imagerie cérébrale, 2018. Tanguy Kervran, Féminin pluriel, Mémoire d'un gynécologue accoucheur, 2018. Julia Bonnemaison, Chirurgie de l'obésité et diététique, une spécialiste répond à vos questions, 2017. Préface. La France est la patrie du vaccin. Elle en a largement bénéficié et malgré cela, reste en tête des pays les plus réticents à la vaccination. Ce paradoxe français, encore accentué par les débats de l'actualité sur la vaccination contre la Covid-19, interroge tous les responsables des politiques sanitaires. Comment expliquer que la vaccination focalise à ce point, et plus que toute autre intervention médicale, la perplexité, quand ce n'est pas l'opposition, d'une très large partie des Français? L'embarras des professionnels est également engagé devant la fluctuation des politiques nationales de vaccination. Doivent-elles être fondées sur l'obligation vaccinale, comme en 2016, ou sur un effort de conviction comme aujourd'hui face à la Covid-19 ? La réflexion du Dr Justine Dill a l'immense mérite de croiser l'expertise médicale, l'étude historique et le regard sociologique sur les politiques de santé. En effet, rien ne serait pire que d'en rester à contester les arguments dominant les réseaux sociaux, et de chercher à convaincre les complotistes de tout poil. Rien ne serait plus vain que d'alimenter les partis populistes en s'engageant dans de vaines querelles politiques. Pour comprendre cette défiance, il nous faut remonter aux sources de cette hésitation vaccinale, celles qui ont vu Voltaire s'engager courageusement en faveur de l'inoculation et y consacrer sa 11e lettre philosophique. Le travail de Justine Dill permet de retrouver les forces constantes qui ont nourri cette opposition, qu'elles soient d'origine religieuse, fondée sur l'incompréhension des statistiques, ou encore sur la crainte de la moralité. Son analyse sociétale nous permet de mesurer l'absence de culture préventive en France, et le refus de la vaccination comme un marqueur identitaire. Ce regard nous rappelle aussi la crise de confiance vis-à-vis des institutions et des médias, renforcée par l'émergence des réseaux sociaux. L'examen critique de ces politiques publiques nous renvoie également à la politisation du débat, si évidente avec la confrontation relative à la Covid-19, et au défi de la concurrence internationale sur cet enjeu mondial. Au-delà des défis de la politique vaccinale, cette réflexion est salutaire car elle situe bien les exigences de nos politiques publiques en matière de santé. Certes, il faut les fonder sur des données médicales et scientifiques, mais nos échecs récents nous rappellent combien elles doivent aussi être fondées sur les leçons du passé, souvent négligées. En outre, seule l'analyse des multiples facteurs sociaux, psychologiques, politiques et économiques donnera toutes ses chances à cette pratique si singulière qu'est la vaccination, conjuguant intérêt individuel et collectif, obligations et libertés individuelles, bénéfices et risques.
Tout cela sous la pression croissante des médias et des réseaux sociaux. Voilà tout le mérite de ce livre, indispensable et pertinent, dans des temps où l'on n'aura jamais autant parlé de politique sanitaire et de santé publique. Xavier Lecoutour, professeur émérite de santé publique. Université de Caen. Introduction. À l'heure où j'écris ces mots, le SARS-CoV-2, virus responsable de la Covid-19, et ses petits cousins variants se multiplient gaiement au sein de la population humaine. Le nombre de nouvelles personnes contaminées et le nombre de morts ne sont plus dénombrés chaque soir par notre directeur général de la santé. Utile initialement pour mobiliser les Français et les inciter à adopter les gestes barrières, ces chiffres ne font plus qu'accentuer le pessimisme ambiant. Sur le champ de bataille, le général ne peut plus se permettre de détailler les victimes pour ne pas saper définitivement le moral de ses troupes. Pourtant, pour revenir à la vie d'avant et faire de la nostalgie des moments conviviaux passés autour d'un bon repas au restaurant, d'un petit verre partagé avec un charmant inconnu croisé au coin de la rue, ou sur Internet, une réalité retrouvée, certains placent de grands espoirs en la vaccination. D'autres, plus circonspects, doutent face à ce nouveau produit fabriqué à une vitesse record et refusent de voir dans cette solution une panacée capable de résoudre le problème épidémique majeur de notre siècle. Entre toutes les opinions possibles, de la conviction intime que les vaccins nous sauveront, à la peur d'être empoisonnés par une industrie pharmaceutique prête à tout pour s'enrichir, se trouve la vôtre. Peut-être n'êtes-vous pas encore décidé, peut-être attendez-vous davantage de recul, ou vous dites-vous que de toute façon, entre le planning décidé par le gouvernement et la haute autorité de santé et les pénuries, ce n'est pas pour tout de suite, alors on verra bien d'ici là. Il est difficile de se faire un avis sur les vaccins anti-Covid, tant l'information scientifique est confuse. Le monde médical se déchire et se livre une bataille ridicule par médias interposés, au moment où justement, nous aurions besoin qu'ils fassent front commun pour le bien de tous. Les luttes intestines sont légion au sein des milieux universitaires. Ces vieux messieurs, car il y a encore peu de femmes aux postes académiques les plus prestigieux, se disputent leur gloire passée, un oubli de leur nom dans un article de recherche, un poste passé sous le nez, et tant d'autres petites mesquineries auxquelles j'ai pu assister durant mes études de médecine et que je constate malheureusement encore aujourd'hui. Pendant que d'aucuns se livrent à ces petits règlements de compte, les sondages d'opinion montrent qu'une part significative des Français sont défavorables au vaccin contre la Covid-19. Ces résultats font écho aux résultats d'une enquête menée en 2016, qui mettait en évidence la forte défiance de nos compatriotes à l'égard de la vaccination dans son ensemble, Larson et al., 2016. Pourtant, cette dernière fait partie intégrante de notre patrimoine scientifique. Que l'on en soit fervent défenseur ou ardent pourfendeur, la question de la vaccination ne laisse pas indifférent. Il suffit de regarder les commentaires d'articles traitant du sujet sur Internet, en excluant quelques trolls habituels, pour s'en convaincre. Cette situation n'a finalement rien de nouveau. Elle n'est ni contemporaine de cette épidémie, ni même de notre époque moderne. La méfiance envers les vaccins a presque toujours existé à l'état latent. L'objectif de ce livre est donc d'en explorer les raisons, et de mettre au jour les tenants et les aboutissants de la controverse vaccinale. Après un chapitre dédié aux vaccins anti-Covid, notamment à leurs principes de fonctionnement et aux raisons de leur popularité à géométrie variable, ce livre tente d'analyser comment nous sommes arrivés à ce niveau de doute et d'hésitation. En réalité, c'est tout un contexte historique, un enchaînement de scandales sanitaires et vaccinaux, chapitres 2 et 3, qui a fait le lit de cette méfiance. Pasteur disait que les découvertes ne surviennent que chez un esprit préparé. Ici, je crois que la petite graine du doute s'est enracinée grâce à ce terreau historique propice. Outre de dramatiques affaires, un ensemble de process internes aux individus, notamment conceptuels, chapitre 4, psycho-religieux, chapitre 5, contribuent à faire germer cette semence. Toutefois, la part belle revient très largement aux facteurs externes sociétaux chapitre 6, économiques et industriels chapitre 7. Ce sont véritablement eux qui apportent tous les jours de l'engrais à cette plante du doute. Les faits médicaux, faisant appel là encore à diverses spécialités, immunologie, infectiologie, santé publique, sont pourtant faciles à vérifier. Émile de Girardin, dans Les Pensées et Maximes, disait que les faits valent mieux que les mots.
Ce sont bien eux, plus que l'émotion ou les manipulations tacites ou non, qui doivent guider la décision. Dans ce vaste programme de compréhension de l'hésitation vaccinale, le petit nom chic désignant les positions intermédiaires face au vaccin, entre refus et acceptation totale, les apports d'experts de la vaccination, issus de disciplines variées, ont été intégrés. C'est une des particularités de cet ouvrage. Les sciences humaines au sens large y ont une place non négligeable, qu'il s'agisse d'économie, de sociologie, de politique ou de psychologie. En les examinant sous l'œil médical, j'espère offrir une analyse la plus juste possible des facteurs en jeu dans ce phénomène. En comprenant les dessous de cette controverse, il me semble beaucoup plus facile de prendre une décision libre et éclairée, telle que recommandée par notre gouvernement sur un acte essentiel, décider de se faire vacciner. Chapitre 1 : La vaccination à l'ère de la Covid-19. Après l'annus horribilis, 2021 sera-t-elle l'annus vaccinalis ? Depuis près d'un an déjà, la flambée du nombre de sujets infectés par le SARS-CoV-2 secoue la population mondiale. Malgré de nombreux antécédents ayant éprouvé les systèmes de santé publique internationaux au cours des 20 dernières années, cette pandémie est décrite comme d'ampleur inédite. En réalité, c'est probablement son impact sur le territoire européen qui diffère des précédentes vagues épidémiques et marque les esprits. Les mesures de confinement adoptées en France, en Italie et en Espagne sont sans précédent. L'ensemble des gestes barrières a permis de freiner l'épidémie, de passer des caps difficiles, sans réussir à endiguer complètement la propagation virale. L'arrivée sur le marché anglo-saxon des premiers vaccins anti-Covid-19 a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup y voient une chance de sortir de cette mauvaise passe sanitaire et économique, d'autres considèrent qu'il s'agit d'un danger plus grand encore que celui de tomber malade. Pour comprendre ce qu'il en est vraiment, il faut revenir aux fondamentaux. Comment est constitué ce virus ? Sur quels principes reposent les vaccins dont on dispose ? Comment ont-ils pu être fabriqués si rapidement ? Je pense que d'autres, plus connaisseurs en la matière, se chargeront mieux que moi de détailler les aspects immunologiques et virologiques du sujet. J'ai cherché à être la plus compréhensible possible, et à vulgariser au mieux ces notions. Que les puristes veuillent bien m'excuser ce qui pourra leur apparaître comme des imprécisions. Je suis spécialiste en santé publique, et à ce titre, c'est l'aspect sociétal de la vaccination qui m'intéresse. Pour comprendre les raisons de son désamour, il faut s'intéresser un minimum au vaccin et au virus qu'il cible. C'est précisément l'objet de la première partie de ce chapitre introductif. La seconde est consacrée à l'analyse des facteurs de risque de refus de cette immunisation anti-Covid. 1. Carte d'identité du criminel le plus en vogue. Tout d'abord, il n'existe pas un mais des coronavirus. Ce sont des agents zoonotiques. Cela signifie qu'ils sont capables de se transmettre d'un animal vertébré à l'homme et inversement, appartenant à une grande famille dite Coronaviridae. Leur nom n'a rien à voir avec la bière homonyme. Il provient plus prosaïquement de l'aspect caractéristique de la petite boîte renfermant son code génétique, la capside virale, en forme de couronne lorsqu'on l'observe au microscope électronique. 1.1 Quel nom déjà ? Avec le temps, les techniques d'identification virale sont de plus en plus sophistiquées. Dès lors, on est capable d'en détecter de plus en plus de nouveaux, ce qui fait que la famille des coronavirus s'agrandit rapidement. Comme pour les animaux et les plantes, et le vivant dans son ensemble, les virus sont classés en fonction de leur appartenance à une famille, une espèce et un genre. On parle de rang taxinomique. Les suffixes viridés désignent la famille, ici Coronaviridae, viriné la sous-famille, Orthocoronavirinae, et virus le genre et le sous-genre, bêta-coronavirus de sous-genre Sarbecovirus. Pour certains micro-organismes, comme les virus, on utilise également des sous-genres pour mieux les différencier et aller plus loin dans la classification. Pour simplifier, on abrège coronavirus par la dénomination CoV. Au total, en prenant en compte les 4 sous-genres alpha, bêta, gamma et delta, on comptabilise à l'heure actuelle une quarantaine de coronavirus différents. Les alpha et bêta coronavirus infectent principalement les mammifères, tandis que les delta et gamma coronavirus n'atteignent que les oiseaux fans et Al. 2019. Le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV
responsables d'épidémies en 2002 et en 2013 respectivement, sont tous deux des bêta-coronavirus. Le premier cas de syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS ou SARS, a débuté dans la ville de Foshan, dans la province chinoise de Guangdong, en novembre 2002. L'OMS fait état de 8096 cas dont 774 décès. Taux de létalité de 9,6%. En France, sur les 437 cas possibles signalés entre mars et juillet 2003, seuls 7 ont été identifiés comme probables. Un de ces patients est décédé. La diffusion internationale de l'épidémie a été attribuée à la conjonction de deux facteurs principaux. La forte capacité de transmission du SARS-CoV-1 et l'application de mesures de contrôle infectieux inadéquates par le gouvernement chinois, du fait d'une insuffisance de préparation à une épidémie de cette ampleur. 10 ans plus tard, le MERS-CoV a émergé, en 2012, en provoquant le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MER pour Middle East Respiratory Syndrome. Moins connu car n'affectant pas l'homme, le virus SADS-CoV a été responsable d'une vaste épidémie porcine en 2017. On parle de Swine Acute Diarrhea Syndrome, SADS. En dehors de ces types particuliers, d'autres coronavirus peuvent provoquer des pathologies respiratoires chez l'homme, de manière plus sporadique. C'est le cas, notamment, des alpha-coronavirus 229e et NL63 et des bêta-coronavirus OC43 et HKU1. On a l'impression que leur trouver un petit prénom sympa n'était pas franchement la priorité. Ceux-là sont très répandus et ont régulièrement occasionné des pathologies humaines bénignes, rhume, syndrome pseudo-grippaux, avant l'épidémie de SARS-CoV de 2003. 1.2. 20 ans de connaissances accumulées. Très bien. Tout cela est fort passionnant et promet des discussions à bâtons rompus lors des prochaines réunions entre copains, quand on sera venu à bout de ce petit empêcheur de tourner en rond de virus, mais quel intérêt ? En effet, il faut être pragmatique, et encore je vous ai épargné mes 10 heures de recherche sur les relations entre coronavirus et chauve-souris. En fait, ce préambule est indispensable car il montre que les coronavirus et les réactions immunitaires qu'ils déclenchent chez l'homme ont été étudiés, analysés et observés sous toutes leurs coutures lors de ces épidémies précédentes, il y a presque 20 ans déjà. Autrement dit, nous ne partons pas de rien dans l'élaboration de ces vaccins contre la Covid-19, nous avions déjà collecté un certain volume d'informations sur le sujet. Ces vaccins ne sont pas sortis ex nihilo de l'esprit torturé d'un professeur tournesol en mal d'invention. Ils n'ont pas été bricolés au petit bonheur la chance mais s'appuient sur des études approfondies de l'immunité contre les coronavirus. 1.3 Génome d'un tueur. À l'intérieur de leur capside en forme de couronne, les coronavirus possèdent un matériel génétique d'un seul brin, on dit monocaténaire, l'ARN, de taille volumineuse. Nos cellules humaines disposent-elles d'une forme à double brin, l'ADN, la fameuse double hélice découverte par James Watson et Francis Crick il y a presque 70 ans. Cette particularité leur permet d'occuper la seconde position sur le podium des plus gros génomes d'ARN viral, après le MHV, le virus responsable de l'hépatite de la souris. Ça, c'est une information qui vous fera passer pour un spécialiste aux yeux des collègues à la machine à café. Les 2/3 de ce génome codent pour deux polyprotéines, appelées ORF1A et ORF1B, et servant à la synthèse d'ARN et à la modulation de la réponse de l'hôte. Le tiers restant est dévolu au codage de 4 protéines de structure, spike, enveloppe, membrane et nucléocapside, ainsi qu'à d'autres protéines accessoires. Ces 4 protéines structurelles ainsi qu'ORF1A et ORF1B demeurent relativement constantes. La variation dans la longueur du génome dépend donc surtout du nombre et de la taille des protéines accessoires. Là aussi, cette information d'apparence anodine permet d'expliquer pourquoi ce virus est plus susceptible que d'autres de muter. En effet, la taille étendue du génome des coronavirus se traduit par un plus fort risque de mutation FAN et AL, 2019. Les modifications génomiques sont facilitées par cette longueur génomique particulière et sont donc communes au sein de la grande famille des coronavirus. Il peut tout aussi bien s'agir de mutations décalantes, insertion, délétion, ou de mutations de type substitution-recombinaison. L'expansion du génome favorise l'acquisition de gènes codant pour des protéines accessoires,
Une considération non négligeable puisque celles-ci peuvent à leur tour permettre l'adaptation des coronavirus à de nouveaux hôtes. On parle de franchissement de la barrière d'espèce. Des mutations spécifiques d'une des 4 protéines de structure, la protéine S, Spike, sont également susceptibles d'entraver l'efficacité des vaccins comme nous allons le voir. 1.4 Revenons à Spike. Parmi les 4 protéines présentes à la surface du virus, il en est une d'importance capitale, la protéine Spike. On la connaît depuis un moment puisque, comme évoqué précédemment, elle a servi de cible antigénique pour certains vaccins développés pour le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV, Du et al., 2009 Wong et al., 2016. Spike joue un rôle essentiel dans l'infection dans la cellule en permettant l'entrée du virus dans les cellules respiratoires via leur récepteur ACE2, qui a normalement pour but de dégrader l'angiotensine. Lorsque la protéine S du virus rencontre le récepteur ACE2 de votre petite cellule respiratoire, c'est l'amour fou. Il décide de tout plaquer et de changer de conformation, c'est-à-dire de modifier leur forme afin que celle-ci autorise le transport du virus à l'intérieur de la cellule, endocytose, et la réunion de leurs 2 membranes pour n'en former plus qu'une seule, fusion membranaire, Boni et al., 2020. À la suite de cela, Spike est exposée sur la membrane de la cellule infectée, cellule hôte. Autrement dit, elle va être présentée à toute autre cellule passant à proximité et notamment à celle du système immunitaire. Exactement ce dont on a besoin. Cibler Spike s'avère une stratégie payante. C'est aussi une des raisons du gain de temps sur l'élaboration des vaccins anti-Covid. Cette protéine avait déjà été bien étudiée lors des précédentes épidémies. On savait, à propos du coronavirus responsable de l'épidémie de SRAS de 2003, qu'en déclenchant une réaction immunitaire contre elle, on pouvait obtenir une protection de l'organisme. Ensuite, il fallait connaître précisément la structure moléculaire de cette protéine afin de pouvoir l'amadouer au mieux. Cela s'est fait finalement assez simplement, puisque dès janvier 2020, à peine quelques mois après le début de l'épidémie, le séquençage était rendu public. L'analyse a été réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur un homme de 41 ans, présent sur le marché de Wuhan, foyer de la pandémie. De l'étude du SARS-CoV-1, on savait que les anticorps conférés par la vaccination n'étaient pas forcément durables, détectables uniquement dans les 2 ans suivant l'infection, Wu et al., 2007, et que le fait d'induire une réponse des lymphocytes T, un type spécifique de globules blancs après mémoire immunitaire, permettait d'éviter les formes les plus sévères d'infection, Shanapanava et al., 2014. En revanche, comme expliqué précédemment, le génome viral est susceptible de subir des mutations qui peuvent affecter toutes les protéines virales. Dans le cas où une mutation viendrait modifier la conformation de Spike, elle pourrait être moins bien voire plus du tout reconnue par le système immunitaire. Les vaccins dont nous disposons actuellement s'avéreraient probablement peu ou pas efficaces, et il faudrait les revoir de sorte qu'ils induisent une immunité contre la nouvelle forme de cette protéine. Ce risque est surveillé au niveau international par le réseau de veille et sécurité sanitaire, afin de le détecter le plus précocement possible et d'adapter la stratégie de lutte contre la Covid-19 en conséquence. Il semblerait que son potentiel mutagène, estimé par le taux de substitution, nombre de substitutions nucléotides génomant, soit inférieur à ceux du VIH ou du virus influenza responsable de la grippe, du fait d'une capacité à réparer directement les mutations affectant le génome, HAS 2020. Cette particularité met en jeu une enzyme appelée exonucléase et rend les membres de cette grande famille relativement stables. La multiplication récente de nouveaux variants possédant des mutations majeures, variants anglais, sud-africains, brésiliens et un pouvoir contaminant supérieur montre les limites de ce processus enzymatique. Autre conséquence possible, la Covid-19 pourrait s'installer sur le long terme, disparaissant et réapparaissant régulièrement, peut-être en hiver, à la manière de la grippe et des virus responsables du panel de syndromes pseudo-grippaux. Dans ce cas, il faudrait là aussi recourir à un vaccin légèrement différent chaque année, afin qu'il soit adapté au mieux aux nouveaux variants. 2. Défiance et vaccins anti-Covid. L'étude COCONEL, pour coronavirus et confinement, enquête longitudinale, réalisée par un consortium de chercheurs entre le 31 mars et le 2 avril 2020,
interrogeait déjà les 1005 enquêtés sur leur acceptation d'un vaccin. À ce moment, les candidats vaccins semblaient loin et nous ne savions rien de leur aboutissement et mise sur le marché. 26% des adultes français avaient répondu que si un vaccin était disponible, ils le refuseraient. Ce refus était plus fréquemment exprimé par les femmes, les 26 à 35 ans et en milieu populaire, EHESP 2020. Dès lors que les vaccins ont été rendus disponibles, plusieurs sondages ont interrogé à nouveau les Français quant à leur intention de se faire vacciner. Une enquête de l'IFOP pour le Journal du Dimanche, une de l'Institut ELAB pour BFM TV et une de l'Institut BVA pour Europe 1. Les chiffres qui en ressortent indiquent une certaine méfiance vis-à-vis de ces nouveaux produits de santé. Selon le sondage BVA, le plus optimiste quant à la défiance des vaccins, ce sont tout de même 40% des Français qui déclarent ne pas avoir l'intention de se faire vacciner, en particulier les jeunes de moins de 35 ans 56%, les employés et ouvriers 55% et les sympathisants du Rassemblement national 56%, Breaking Web 2020. Lorsqu'on englobe les personnes ne voulant pas se faire vacciner et celles ne voulant pas le faire immédiatement, les principales raisons invoquées sont la peur des effets secondaires 73%, la rapidité de conception du vaccin 62%, les enjeux financiers autour du vaccin 38%. Ces trois aspects seront détaillés ultérieurement, dans les paragraphes 2.1 et 2.2, pour la peur des effets secondaires et la rapidité d'élaboration des vaccins et dans le chapitre 7 pour leurs enjeux financiers. Les autres sondages, tous deux réalisés fin novembre 2020, montrent des résultats similaires. Selon ELAB, 48% des Français ne veulent pas se faire vacciner, une proportion affectant particulièrement les femmes, les 25 à 64 ans, les professions intermédiaires et catégories populaires, et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, ELABE, 2020. Selon l'IFOP, les chiffres s'élèvent à 59. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.